Donc on parlait du dessin, et alors quelque part c'était c'est marrant parce que bon, je perdais mes herbiers, la saison de pluie, je me mets à dessiner, parce que quand il pleut, il pleut. Il n'y a pas grand-chose à faire. Bah, j'avais déjà tout ratissé en ethnographie au sein des hameaux. Enfin, je connaissais les noms des cochons, je connaissais ici, les jardins. Bon, alors, il y avait la chasse, quand même, avec la pluie, c'est pas mal. Et ça aussi, ça a été plus tard, hein, parce que qu'on me laisse en tant que femme accompagner les chasseurs, et c'est ce que j'essaye d'apprendre aux jeunes qui n'ont plus de frontières de genre, hein. Parce que quand on va, en tout cas chez les papous, où on est loin d'en être là, et où les rapports genrés sont très marqués, et le rapport au corps aussi assez figé. On n'est pas du tout en Afrique, où là on danse, on est pris en possession. Enfin, moi qui ai travaillé en Ouganda, c'était un autre monde, quoi. C'est qu'en fait, il faut. Bon, alors effectivement, moi j'étais un peu toujours ce côté garçon manqué parce que je crois qu'ils m'ont vu. La troisième année, ils m'ont vu en jupe, quasiment. Donc, ils avaient des doutes sur qui j'étais, je pense. Donc, ça a quand même facilité, d'autant que moi, je suis quelqu'un de très sensuel, c'est-à-dire que j'aime toucher les gens, je suis très affectueuse, et j'ai besoin de toucher, quoi. Et j'étais la seule à le faire, bien évidemment. Et bon, alors les enfants, bien sûr, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de souci. Avec les femmes aussi, elles faisaient pareil avec moi, mes cheveux blonds, alors là, c'était extraordinaire. Me caressaient tout le temps les cheveux, c'était très mignon, joli, affectueux. Comme on ne manifeste pas non plus son affection, voilà, il faut trouver d'autres. Mais moi, j'avais la mienne, et je l'imposais un peu. Mais en fait, c'est quand j'ai gagné vraiment la confiance des femmes que j'ai pu après gagner ma liberté d'aller accompagner aussi les hommes, surtout pendant la chasse. Et parce que j'étais honnête. J'avais raté 3 années de suite la chasse aux chauves-souris parce que, honnêtement, je leur avais dit que j'avais mes règles. Donc, ils savaient que je respectais les tabous. Donc, si je venais avec les chasseurs, ils savaient que il n'y avait pas de souci, que je n'allais pas entraver son action prédatrice et faire concurrence à sa sexualité débordante. Donc, oui, voilà, partant de pluie, c'est surtout ça. On a fini de planter les rejets, etc., parce que la plupart des plantes sont à voie végétative. Et les cassois ne sont pas des travailleurs, ils ne savent pas ce qu'est travailler. Je veux dire, ils vont construire une maison, mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un de charismatique pour montrer une telle entreprise collective. Et surtout, c'est mon époux Louis, qui est aussi un artiste plasticien, qui est venu donc
avec moi, parce que les Cassois voulaient absolument nous marier à la mode Cassois. Donc on est allé se marier chez les Cassois. Et donc lui, artiste, mais qui était une grande figure des squats artistiques parisiens et qui a toujours eu cette utopie de mutualiser les artistes, les publics, les savoir-faire, les arts, etc., etc. Il a beaucoup échoué parce que ben, ici, il y a le narcissique individuel qui fonctionne pas mal. Si c'est pas individuel, c'est la compagnie de théâtre. Si c'est, enfin, mais en fait, tout le monde est en concurrence. Enfin, et en allant chez les Cassois, bon, et puis c'est un révolutionnaire aussi. Il a fait la révolution avec Allende. Enfin, il a fait la révolution en Uruguay, au Chili, enfin, partout. Et en fait, c'est lui qui m'a fait voir à travers ses yeux ce que j'avais pas forcément vu, parce que pour moi, c'était une évidence. Et en fait, oui, c'est ça, c'est que c'était une évidence. Mais lui m'a fait réaliser combien, donc, qu'il n'y avait pas le travail, cette notion de travail, mais aussi que tous les savoirs et les savoir-faire étaient partagés par tout à chacun. Donc il y en avait qui étaient plus doués pour tisser les armes, enfin bon, pour faire les manches des couteaux, des machettes, etc. Pour d'autres, pour faire des colliers. Mais qu'en fait, tout le monde partageait un même savoir. Et surtout un même savoir-faire, et donc savoir-être au monde. Et je crois qu'il a rencontré son utopie, c'est-à-dire que, où d'un seul coup, si, ben, y a du collectif qui se met en route, c'est comme une danse, où tout le monde sait faire la même chose, donc tout le monde de manière très fluide, égalitaire, bien évidemment, c'est une société égalitaire, va se mettre en place et vont danser. Et c'est ainsi qu'ils arrivent à faire des édifices comme les maisons, les grandes demeures, les énormes repas pour les cérémonies. Et il y a de la place d'ailleurs pour tout le monde, pour les chiens, pour les cochons, les enfants qui prennent les entrailles, qui font ci, qui apprennent aussi. Tout le monde est autour de toute cette vitalité. Et donc, oui, ce que je veux dire, c'était le paradoxe de faire du dessin, mais c'est aussi le dessin, c'est aussi une suspension, c'est de la contemplation active. C'est très bachelardien, j'allais dire. Et en fait, avant de partir en Papouasie-Nouvelle-Guinée, j'ai bien sûr dire mes au revoir, je ne savais pas que ça allait être un adieu, à Jacques Barrault. Et je vois tous ces dessins. Et déjà dans sa thèse, qui était dédiée aux plantes alimentaires de l'Océanie, il y avait déjà plein de dessins. Et ces dessins étaient particuliers par rapport aux naturalistes. C'est que les humains étaient en mouvement. Ils portaient l'alimentation, enfin les fruits de leur jardin. On voyait, il y avait toujours le corps de l'humain associé aux plantes qu'ils dessinaient. Et donc, on a parlé du dessin parce que je raconte l'anecdote avec Audricourt qui, lui, méprisait les artistes. Parce qu'il disait, il mentait. Certains mentaient, et, ils ne disaient pas la réalité, donc on ne pouvait pas se reposer sur l'expression artistique. Et il m'avait amené dans la cour du Panthéon, enfin de la Sorbonne, pour me montrer une représentation picturale là, d'un mur ancien. Tout ça pour me dire, vous voyez cette plante? Eh bien, elle n'existait pas, c'est pas vrai. Il a menti. Ça, c'est une reproduction, on peut le savoir, etc. Et on avait toujours des discussions sur l'art, parce que vraiment, ça lui posait problème. Hein. Il était pragmatique, rationaliste. Et je raconte ça à Jacques Barrault.
Et alors, il éclate de rire parce que, bien sûr, il reconnaît Audricourt. Et Jacques Barrault donc, me révèle que le dessin donc, lui avait permis de survivre dans les camps. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ne sont publiés que ces ouvrages dessinés, mais sur les camps, en fait. Et ça m'a énormément touchée. Et en fait, dans ces dessins, enfin, ça fait penser à La vie est belle, c'est-à-dire de trouver dans l'esthétique du dessin un moyen d'échapper à l'horreur du quotidien et de se réinventer le monde. Et moi, en dessinant, je me représentais l'arbre, enfin, c'était surtout les arbres, à travers mes 20 cm sur 10. La feuille m'évoquait, oui, toute sa personnalité, sa mémoire, son empreinte. Et c'était au même moment où plus je m'enfonçais dans la forêt avec les cassois, plus je la connaissais, plus je marchais vite. Qu'une nuit, un cassois vient me parler. Alors bon, ce qui est très étrange, normalement c'est une attitude de sorcier, on ne fait pas ça. On ne vient pas la nuit déranger les gens. Et c'est un Martin Pêcheur, le saquillier, qui était mon premier surnom, saquillier, parce que c'est lui qui annonce l'aurore et le crépuscule, enfin le matin et le soir. Et comme moi, j'arrivais dès le premier jour pour poser mes questions, tu seras saquillé. Et c'est lui aussi, c'est ce Martin Pêcheur qui annonce la venue d'un sorcier. Et donc à Cagny, alors il gratte comme ça. Alors dans tous les mythes, il y a ça. Gratter derrière l'écorce d'arbres qui ferment les maisons. Et généralement, enfin, nous, ce qu'on pourrait penser, c'est quand on est amoureux. Parce qu'avant, les hommes et les femmes étaient séparés par une grande paroi en écorce. Donc ils se voyaient, elle faisait 1,40 m, donc les grands se voyaient. Et donc je suppose, comme ils étaient les femmes du côté de la paroi et les hommes de l'autre, ils devaient sans doute se communiquer pendant les nuits. Enfin bon, parce que vraiment ça marque beaucoup la mythologie cassois. Bon, non, c'était pas un rapport, c'était pas un rendez-vous amoureux. Akani voulait me révéler que sa tribu, donc les Cassois, avait concédé en 1980 et quelques, alors c'est il y a très 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 longtemps, déjà pour les Cassois, leur territoire aux compagnies d'exploitation forestière. Et que bientôt allait avoir lieu une réunion, etc. Et il me raconte comment ça s'est fait, enfin voilà, je voulais tous les détails pour savoir comment ils avaient signé la concession, parce que c'est des concessions de 30 ans renouvelables, enfin c'est énorme, quoi. Mais surtout qu'il se passait rien. Là, on était en 94 et il se passait rien, enfin 95, là peut-être, 16. Et c'est ça, justement, ça y est, ils commençaient à rentrer sur le territoire cassois, mais complètement dans le sud. Et personne n'y allait. Enfin, il n'y avait que ceux du clan à qui appartenait ce territoire qui pouvaient accéder à la vision de ça. Mais ceux du nord n'allaient pas descendre en bas pour voir ce qui se passe. Donc c'était encore très peu dit, on en parlait très peu. Et donc il me raconte tout cela et je lui dis, mais voilà, cheval de feu, je pars en guerre, on va se battre, il y a vice de fond, il y a vice de forme, vous n'avez pas connaissance de toutes les clauses du contrat, vous avez signé d'une croix, enfin bon, Et là, il y a Akani, donc jusqu'à 6h du matin, on parle, et il s'éclipse au lever du jour, et il me dit, il me nomme le nom d'une femme qui avait un rôle rituel très, très vital quand ils partaient à la chasse aux têtes, qu'elles devaient endurcir leur corps et leur double cosmologique, donc celui qui va évoluer avec les esprits de la forêt, etc.
et qui transforme en pierre. Comme ça, les sorciers, personne ne peut les atteindre et ils peuvent partir tuer. Et donc, il m'avait remercié d'avoir joué ce rôle en lui rendant son ventre et son corps comme de la pierre, du minéral. Et de fait, je pars à nouveau sur la capitale et je contacte, parce que là, c'est enfin, c'est 96, Greenpeace et le WWF qui avaient débarqué. C'était leurs grandes années. C'est l'époque où ces ONG allaient un peu partout dans le monde. Et Greenpeace, comme Greenpeace, ce qui est Greenpeace, était beaucoup plus dans l'attaque et travaillait avec des avocats locaux et un spécialiste du droit forestier qui était australien, mais marié avec une Papou, et qui donnait des conseils pour les autochtones. Enfin, et donc, voilà, je raconte toute l'histoire, etc. Il me dit, oui, on va mener une action. Voilà, une promesse de mener une action. Et je vais à la rencontre du WWF, qui était américain, qui, eux, travaillaient sous la gouverne de la compagnie pétrolière Chevron Oil américaine, qui s'était installée juste à côté, sur le lac Kutubu, qui a été d'ailleurs, comme par hasard à ce moment-là, déclaré patrimoine de l'humanité. Mais c'est pas grave, on laisse tomber des barils de pétrole, c'est pas un problème. Et donc le WWF venait justement camoufler un peu le travail de Chevron. Et je dis au WWF, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir aider les Cassouas? Ils ont besoin d'aide, parce que la compagnie forestière, elle est énorme. Bon. Et je les supplie, et puis finalement ils viennent, ils disent oui, c'est en dehors de notre sphère d'action. Et donc ils viennent en hélicoptère, tous viennent en hélicoptère, ils restent une demi-journée, ils repartent, ils ne dorment pas. À cette époque, c'est l'argent coule à flot, enfin surtout les compagnies pétrolières. Et finalement, Greenpeace parvient à annuler un contrat de concession qu'avaient signé les Cassouas du Sud et ceux du Nord, avec ceux qui avaient l'atoll ondulé déjà. Parce que la compagnie, qui était une compagnie sino-papou, avait eu le permis d'exploiter sous couvert d'exploitation agricole et non foresterie. Donc on annule, mais il s'avère que le Premier ministre en place était de la partie et que là, il lance ma tête à prix, quoi. Et au fin fond de la forêt, je croyais être protégée, je me croyais isolée. Et c'est marrant parce que ça m'a fait très vite réagir par rapport à toute la critique qu'il y a eu en Océanie aussi avec Alban Bensa, etc. De montrer que les sociétés étaient figées, fermées sur elles-mêmes, etc. Et là, perdu en forêt, ben non, même la capitale était au courant de ce que je faisais perdu dans la forêt, quoi. Donc non, les sociétés ne sont pas fermées du tout. Et donc, lors d'un séjour à Mendy, là, pour aller me ravitailler, effectivement, il y a 2 policiers, 2 miliciens qui arrivent dans l'auberge Papou, où je dormais, parce que je n'avais pas de sous. Donc, et armés qui veulent ouvrir ma chambre. Et voilà, et mettre un terme à ma vie. Ce que me confirmera le commissaire, qui est corrompu, voilà,
en disant oui, oui, et il me montre le papier que ma tête valait, je ne sais plus combien, 3000 quinins, c'était pas... Enfin, à l'époque, ça faisait 30 000 francs quand même. Ah si, quand même. Et le lendemain, ils viennent à nouveau me menacer, mais là, je ne sais pas, je suis prise là aussi d'une violence, parce que quand même, vivre en forêt, ça, la violence est là, quoi. Hein. Elle est en nous. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Le type était bon, armé, bien évidemment, dans sa Jeep. Et j'allais à la piste d'atterrissage, enfin à l'aviation, pour amener mes paquets. Et il s'arrête juste à côté de moi. Et je ne sais pas, mais d'où l'énergie, la force m'est venue. Je lui ai pris, je dis, maintenant tu vas descendre. Non, mais malade, je crois que j'étais un peu... Et incroyable, je l'ai pris par le col, comme on fait avec les petits jeunes, quoi. Et je crois qu'il a été stupéfait de voir une blanche avoir un tel comportement. Et je l'ai amené dans le bureau de l'aviation. Et je lui dis, bon, maintenant, on va attendre la police. Et tu vas me dire exactement tes sources, etc. Et jusqu'à quand, combien tu as reçu, etc., etc. Et effectivement, le commissaire est venu. Soi-disant, il a été condamné. Et puis, je suis partie en forêt. Je suis rentrée chez les Cassois. Et là, à nouveau, il y a eu une nouvelle descente. Les Cassois qui m'avaient préparé, ils m'avaient dit, tu creuses des trous pour mettre tes affaires, etc. Je reçois un message de Pierre Lemonnier qui me dit, tu es en danger, fais partir tous tes carnets de notes immédiatement par la poste, garde rien sur toi. Et une nuit, effectivement, il y a de la milice qui descend chez les Cassois. Et donc, on avait préparé les trous, donc on cache tout dans les trous, les appareils photo, tout ça, ce qu'il en restait. Et ils nous amènent dans la seule maison où ils avaient réuni toutes les femmes. Et les hommes étaient tous partis avec leurs arcs et leurs flèches, montés dans les arbres, etc., pour aller tirer sur les bandits, quoi. Enfin, les bandits, la milice. Et ça, je n'ai pas su, j'ai pas su ce qui s'était passé la nuit, s'ils en ont tué, s'ils en ont mangé. Enfin, ça m'était complètement égal, quoi. En tout cas, libre à eux. Et c'est seulement donc le lendemain soir que j'ai pu regagner ma maison. Et là, on a décidé de changer de tactique, là. Donc, on a intenté un procès, quand même, pour l'autre contrat. Excusez-moi. Grâce à Greenpeace. Et là, je participais c'était là aussi une utopie, ça s'appelait L'avenir des peuples des forêts tropicales, qu'avait créé Serge Bahuchet avec l'université de Belgique, ULB. Un projet européen de recherche appliquée, c'est-à-dire qu'on devait documenter tous les peuples forestiers tropicaux de tous les continents. Donc africains, océaniens, c'était magnifique, quoi, amazoniens. Et là, il y avait, bon, et puis Serge qui a un tel dévouement pour les pygmées. Enfin, et là, il me soutient vraiment dans mon action. Et traduit à chaque fois, parce que j'ai fait des rapports pour les avocats sur les dommages écologiques, etc. Et comme j'avais les identifications, c'était très précis, et j'utilisais la valeur des Cassois pour dire combien ça coûtait. Je n'utilisais pas du tout la valeur marchande moderne, qui était ridicule. Et à chaque fois, Serge Bahuchet faisait en sorte que ça soit publié en anglais très rapidement, avec le tampon de la Commission européenne pour me renforcer, quoi, auprès des avocats. Et malheureusement, on a perdu le procès. Ils ont fait appel. En première instance, on l'a remporté. Ils ont fait appel
Et ils ont remis en cause la légitimité de celui qui avait initié, qui était en fait mon informateur, Akani, qui avait initié le procès, dans la mesure où les terres qui avaient été abîmées n'étaient pas les siennes. Et donc, à ce titre, il ne pouvait pas prétendre à mener une action en justice. Et là, j'ai rendez-vous en secret à la capitale avec l'avocate et on décide d'une manigance parce que donc normalement tu n'as plus le droit d'apporter de nouvelles preuves. C'est terminé, hein, il peut y avoir appel et tout, mais... Et en fait, sous couvert d'une question qu'avait posée la justice, enfin le juge, j'ai pu rajouter que chez les Cassois, quand, ce qui était vrai, enfin, je veux dire, quand on était initié, et on est initié par un homme, par l'homosexualité, et qu'on reçoit du sperme, etc., on devient le fils d'eux. Et que Akani était effectivement en fait le fils de Sakapeso, parce que c'était son initiateur. Et donc à ce titre, il était le fils légitime pour pouvoir mener cette action. Et ça, c'était très émouvant. Enfin, je l'ai vu dans la capitale, il était un homme de la forêt, mais pauvre, mais dans la rue, c'est étonnant quand tu vois des gens de la forêt dans la rue, c'est un choc, quoi. Leur beauté, leur aisance, ils deviennent des misérables, quoi. C'est pas leur monde, en plus. Et donc, finalement, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. En tout cas, l'avocat Brian Brunton, sa femme, a été assassinée. Donc, voilà. Et l'avocate qui menait le dossier, où ça y est, la Rimbaudjao, qui est le groupe forestier qui détient 80% de l'exportation du bois papouze, qui est énorme, avait été condamné à des millions de dollars, mais des millions. Et l'avocate se trompe et n'envoie pas la bonne pièce à la juridiction. Et on perd tout. Et là, on s'est dit, attendez, il y a un problème. Donc, bon, ils ont tout perdu, on a tout perdu. Et ils ont obtenu une nouvelle concession qui se finit là en 2028. Et ce qui a fait que, effectivement, le fait que mon sujet soit la forêt, en fait, ça m'a permis et ça, c'est avec le temps que j'en ai vraiment pris conscience, de faire de la politique internationale, en fait, de notre rapport à l'environnement. Parce que 96, Rio, Convention de Rio, la biodiversité qualitative, les forêts, papapa, plein d'ONG de la conservation qui arrivent. Et puis après, silence, tout le monde s'en va, le spectacle est terminé. Il n'y a plus d'ONG, il n'y a plus personne. La forêt perd elle est plus sexy. Et puis il y a le changement climatique qui arrive. Et donc même politiquement, internationalement, la forêt perd en intérêt, alors qu'elle revient aujourd'hui, mais par les Européens, pas par rapport à l'Amazonie, pas par rapport à la Papouasie. Et ça, c'est passionnant. Enfin, c'est passionnant.